Bonsoir. Depuis 2013, le Sénégal y a souscrit de manière volontaire et volontariste. La précision est importante avec pour seul souci de faire bénéficier les populations des retombées des ressources issues de lourds sous-sol, comprenez, les ressources extractives. Ce soir, nous planchons sur l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Mise sur pied depuis 2002, elle est devenue aujourd'hui une norme internationale. Qu'est-ce que l'ITIE? Quels sont ses mécanismes de mise en œuvre? Comment y acceptons? Pourquoi donc le Sénégal y a-t-il adhéré? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons comme invité ce soir M. Cheikh Tidiane Touré. Il est le secrétaire permanent du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Déjà ce matin, un conclave a réuni à Dakar les acteurs de l'espace francophone sur la question. Voici le compte-rendu de Aïda Mamadou Diop. Ils sont les coordonnateurs nationaux de l'ITIE d'Afrique francophone. Cette rencontre constitue pour eux un cadre d'échange et de partage d'expériences entre ces délégués venus de la sous-région. Cette rencontre internationale permet aux différents coordonnateurs nationaux de se retrouver et d'échanger sur les meilleures pratiques en termes de mise en œuvre de l'ITIE dans nos pays. La rencontre initiée par le secrétariat international de l'ITIE cherche à faire le suivi des plans de travail des comités nationaux, la publication des contrats, de même que la mise en œuvre de la norme ITIE, une norme qui prône la transparence dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers. La nouvelle norme ITIE a été mise en œuvre pendant une période d'une année déjà, et qu'il y a beaucoup d'expertise et d'expérience parmi tous les pays qui mettent en œuvre l'ITIE, spécifiquement ici dans la sous-région, et que cette expérience et expertise est aussi valable de le partager parmi des pairs. L'Afrique francophone donc a une part à jouer dans la bonne marche de l'ITIE. Le Sénégal, dernier pays à adhérer à cette initiative, est sur la bonne voie. Le Sénégal, en Afrique de l'Ouest francophone, est le pays le plus jeune dans l'ITIE. Mais c'est un pays qui présente le profil idéal pour être membre de l'ITIE, parce que c'est un pays qui a une tradition démocratique, c'est un pays qui est engagé dans la réforme de sa gouvernance pour une bonne transparence. L'adhésion des pays francophones à l'ITIE est donc un moyen d'encadrer le dialogue, mais aussi de fournir aux acteurs les bases empiriques fiables pour soutenir les revendications et définir les stratégies. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes le secrétaire permanent du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le SNITE, c'est cela? CNITE. Hein? Aujourd'hui, vous avez abrité donc le Sénégal une réunion sur la question. Et on parle de partage d'expérience. Le Sénégal, pratiquement le dernier pays dans cet espace-là, adhéré à cette norme-là. Pourquoi attendre tout ce temps-là pour souscrire à cette norme quand même qui relève d'une question sociale tout court? Je vous remercie de votre question. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en nous accueillant sur ce plateau, et surtout de saluer vos téléspectateurs. Le Sénégal a été le plus jeune pays membre en fait de la zone UEMOA, on va le dire, en dehors du Bénin qui n'est pas encore membre de la famille ITIE. Et je pense que les raisons sont très simples. On n'adhère pas à un outil comme cela, à une initiative comme l'ITIE, juste pour faire partie d'un club. On y adhère parce que nous en sentons le besoin, nous avons des préoccupations spécifiques, des préoccupations sociales, des préoccupations économiques auxquelles il faut faire face. Et justement, dans le cas du Sénégal, après une dizaine d'années de mise en œuvre du Code minier, qui a été adopté en 2003, on s'est rendu compte qu'il y a eu un essor remarquable au niveau du secteur minier, qui juste avec l'entrée en production, par exemple, de Sabodala, qui a commencé à produire en 2009, et donc le développement de nouveaux projets, l'exploitation des zircons, etc. Et donc tout cela a suscité, et donc le volume d'investissement en fait qui a été observé, a suscité énormément d'enthousiasme et d'intérêt de la part de l'autorité et des populations. Et je pense que l'adhésion du Sénégal vient à son heure parce qu'elle intervient à un moment où il y a un besoin de clarifier ce débat, d'avoir des éléments fiables qui permettent de maintenir un climat de confiance
et de gérer ces secteurs de façon stratégique pour le profit des populations. Mais le Sénégal est connu pour être une tradition démocratique et depuis 5 ans, on est devenu quand même un hub minier, comme on dit. Il y a, comme qui dirait ici, un paradoxe. Hein. Pourquoi nous n'avons pas souscrit depuis très longtemps à cette norme quand même qui promeut la transparence et une sorte de bonne gouvernance dans les industries minières pour que les populations puissent en bénéficier? À mon avis, c'est ce que je viens de dire. En fait, la souscription ne se fait pas simplement parce qu'on a envie d'adhérer à un club. On le fait surtout parce que mûrement réfléchi. Ça a été mûrement réfléchi et aujourd'hui, ça procède aussi d'une volonté politique qui est très claire. Ça révolutionne un peu le secteur. Absolument. Vous voyez, depuis quelques années, nous avons quand même une date repère qui est importante. Depuis 2012, il y a eu une série de mesures qui placent le secteur sous les feux des projecteurs, notamment à travers la révision du code minier, la relecture des contrats, parce qu'on a considéré à un moment donné que le secteur n'a pas apporté la contribution qui était attendue au niveau de l'économie. Et donc, l'initiative pour la transparence est là pour appuyer cette dynamique et ce nouvel élan que le gouvernement a décidé d'entreprendre, dans lequel en tout cas le gouvernement s'est lancé pour permettre au pays de tirer un meilleur profit de l'exploitation de ces industries. Et aussi les populations. Elle fait obligation en même temps aux entreprises, mais également à l'État. Qu'est-ce qui est imparti ici aux entreprises et qu'est-ce qui est imparti à l'État dans le cadre de cette initiative-là? Alors, dans le cadre de l'initiative, il faut comprendre qu'il y a ce que nous appelons la porte d'entrée. C'est en fait, on est dans un exercice de transparence. Et la base, c'est à la transparence financière. Parce que, surtout au départ, les conditions dans lesquelles l'initiative est arrivée à voir le jour, c'était des conditions, en fait, où on avait des pays qui étaient extrêmement riches en ressources naturelles et dans lesquels on avait, pour l'essentiel, la majeure partie de la population pauvre au niveau mondial. Ça ne profite pas aux populations, ça? Ça ne profitait pas aux populations et c'est cela qu'on a appelé le paradoxe de l'abondance. Et donc, à partir d'un certain moment, il fallait inverser cette tendance. Les gens se sont dit, comment y arriver? Nous savons qu'il y a des négociations entre l'État et les entreprises et c'est placé sous le sceau de la confidentialité. Il faut essayer de rompre avec peut-être ce paradigme. Et donc, l'ITIE est arrivé, en fait, pour apporter une réponse à cela. Le slogan de campagne qui a été lancé par les ONG au départ et qui a été repris par Tony Blair, c'était de dire, publiez ce que vous payez. Okay. C'est les entreprises. Ça demandait aux entreprises de publier ce qu'ils payaient, ce qu'elles payaient aux États. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que quand vous prenez le cas de l'Angola, British Petroleum a commencé à publier des statistiques sur les recettes, sur les paiements, et ça n'a pas été apprécié par l'autre partie. C'est quoi l'État? C'est l'État. Et donc, il a été question, à partir de ce moment-là, de dire, pour que cette initiative de déclaration de transparence puisse fonctionner correctement, il faut que les deux parties soient autour de la table, et peut-être un troisième arbitre, qui serait la société. Quand même du citoyen, exactement. Et justement, c'est cela qui a motivé en fait la mise en place de l'ITIE. Depuis, il y a eu énormément d'évolutions. On est passé par des règles ITIE parce qu'à un moment donné, il fallait développer un référentiel qui permette aux pays qui se disent candidats de pouvoir s'engager à mettre en œuvre un certain nombre d'exigences. Et aujourd'hui, c'est devenu une initiative multipartite. Hein. Vous avez l'État, vous avez les entreprises, mais la société civile aussi. Est-ce qu'au Sénégal, c'est le cas? Non, pas du tout. En réalité, c'est la situation, c'est la structuration de tous les comités ITIE. Vous avez, dans le cas du Sénégal, comme partout ailleurs, ce qu'on appelle le groupe multipartite, qui est l'instance décisionnelle, dans lequel nous avons un rapport de pouvoir qui est équilibré, parce que nous avons à la fois la présence de la société civile, du secteur privé et de l'État, qui doivent dialoguer pour trouver des consensus et trouver une décision qui soit acceptable pour tous, et certainement qui va profiter aux populations, permettre en tout cas d'apporter la lumière sur les questions qui sont à l'étude. Et parallèlement à ce groupe, en appui à ce groupe multipartite, nous avons ce qu'on appelle le secrétariat permanent, qui est l'instance, le bras technique en fait, l'instance qui assure la coordination de la mise en œuvre du processus. Ces entités-là qui ont en charge
la supervision, la coordination et la mise en œuvre de tout le processus. On l'a dit, hein, le Sénégal est connu pour être un pays de tradition démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était le maillon manquant de la chaîne pour que notre pays soit définitivement inscrit sur les standards internationaux en la matière? Je pense que c'est un exercice stimulant pour un gouvernement qui veut gérer son secteur de façon responsable. Nous avons effectivement une forte tradition démocratique et de bonne gouvernance. Maintenant, il faut voir aussi que c'est une tradition. Nous avons, quand vous l'examinez secteur par secteur, on peut avoir parfois des gaps. Et justement, avec l'ITIE, vous avez la possibilité de disposer d'un outil de diagnostic, non seulement qui vous permette de voir différents aspects de la gouvernance de votre secteur, comme on le dit dans le langage technique, la chaîne de valeur, les différentes composantes de la chaîne de valeur, des industries extractives, mais après, vous avez également assez de motivation et d'incitation pour initier les réformes qui permettent d'améliorer la gouvernance du secteur. Et aujourd'hui, le Sénégal est, disons, le dernier pays de la sous-région à avoir adhéré à cette initiative-là. Les autres, ils sont déjà... quels sont les mécanismes, le processus d'adhésion à cette initiative-là? Alors, pour adhérer à l'ITIE, vous me permettrez d'ailleurs de rappeler, peut-être dans un but pédagogique pour les téléspectateurs, qu'en fait, c'est une adhésion qui est volontaire. On a vu ça aux États de le faire. Ce n'est pas une État le fait de manière volontaire. Exactement. Un État qui décide d'améliorer, parce que les gens ont reconnu aujourd'hui que c'est un outil qui est intéressant. C'est un signe de bonne gouvernance, qui permet de transparence. Exactement. Et donc, le Sénégal, lorsque un pays décide d'adhérer à l'ITIE, il y a 4 étapes à franchir. La première étape, c'est une déclaration publique de son intention d'adhérer. Dans le cas du Sénégal, ça a été fait à travers un communiqué de Conseil des ministres pour dire que le Sénégal allait mettre en œuvre l'initiative pour la. Ça suffit ça de le faire parce que les Sénégalais lambda ne comprennent pas, ils n'étaient pas au courant de. C'est une étape. Et dès l'instant que vous prenez cet engagement-là, ça vous lie. En réalité, ce que nous avons fait, il y a une lettre après une correspondance du ministre des Mines qui a été adressée au secrétariat international, au conseil d'administration en fait, de l'ITIE au niveau international, qui a approuvé la décision du Sénégal. Après, on vous demande de nommer un champion. Comme on le dit en anglais, un champion, en fait, c'est quelqu'un qui va porter le processus, qui va être un tout petit peu celui qui va tirer les choses, représenter l'État, en tout cas, dans cette initiative. Ce champion-là, c'est qui? Le champion, dans le cas du Sénégal, c'est le professeur Ismaïla Madior Fall, qui est ministre conseiller qui est ministre et... champion de la transparence, disons, dans cette affaire. Dans le secteur des industries extractives, on peut le dire comme ça. Alors, et donc, la troisième étape, c'est de manifester une volonté de collaborer avec aussi bien les entreprises que la société civile. Parce que justement, on ne veut pas que les États disent « j'adhère, j'y adhère, mais je reste le seul à décider ». Non. Il faut que tu manifestes une volonté de collaborer avec ces entités. Ça, c'est la troisième étape. Ça, c'est la troisième étape. Et donc, cette étape-là est couplée avec la mise en place officielle, la formalisation de la mise en place du groupe multipartite, qui est l'instance décisionnelle. Et la quatrième étape, c'est de disposer d'un plan de travail cohérent, chiffré, avec des objectifs clairs. C'est important parce que cela permet après de mesurer le niveau d'exécution, avoir des indicateurs qui permettent de suivre le processus. D'accord. Mais jusque-là, on n'entend pas les populations dans ces 4 étapes-là, alors que c'est elles qui sont sur le terrain, dont les terres sont prises, qui sont le plus souvent déplacées, et, voilà, qui ne voient rien quoi, de ce qui se passe sur le propre terroir. Et sur les 4 processus-là, on n'entend nulle part les populations. Justement, c'est au niveau de l'adhésion, en réalité, les populations sont dans l'expectative, elles suivent. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons aussi la société civile qui a accompagné le processus d'adhésion, qui a essayé de peser sur la balance, de faire du plaidoyer pour
encourager l'État dans son élan d'adhésion, dans sa décision d'adhérer à l'ITIE. Voilà. Et donc, cela s'est réalisé, la société civile a applaudi. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est à partir de ce moment-là qu'interviennent les populations et elles ont un rôle à jouer qui est assez... Et c'est quoi le but ultime dans cette entreprise-là? Qu'est-ce qui est visé à terme pour l'État, aussi bien pour l'État, pour les entreprises que pour les populations? Je dirais que en fait, les objectifs et la motivation à adhérer à l'ITIE diffèrent d'un pays à l'autre. Chaque pays a des préoccupations spécifiques. Je donne un exemple très simple. Il y a des pays qui décident, dans le cas du Sénégal, on a eu un dialogue qui a été extrêmement dynamique, intéressant, autour de la contribution du secteur au niveau de l'économie et dans le budget de l'État. Ça veut dire que la question de la fiscalité était certainement une des préoccupations de l'État du Sénégal. Après, vous avez la société civile qui a d'autres aspects, qui a d'autres préoccupations. Les sociétés minières ont d'autres préoccupations. Je donne un exemple, les sociétés minières ont été particulièrement intéressées par cette initiative parce qu'elles considèrent qu'elles ont été faussement, injustement accusées de se sucrer sur le dos de l'État. Et donc, elles ont envie de montrer qu'en fait, que c'est de bons contributeurs, c'est des gens qui ont une contribution à l'économie. Quelque part, c'est aussi la réalité. Quand on prend aujourd'hui l'exemple de Kédougou, il n'y a même pas une équipe de Kédougou. Aujourd'hui, on ne voit pas une équipe qui soit, par exemple, sponsorisée par une société minière qui opère sur place. Quand vous allez en Angola, l'équipe nationale des redevances tirées de l'exploitation de ressources minières développe le sport au niveau de l'Angola et au Sénégal. Ce n'est pas le cas. L'équipe nationale du Sénégal est là, on voit nulle part une industrie minière derrière. Il est vrai que, à ma connaissance, il n'y a pas de contribution de Sabodala dans le secteur, en tout cas en direction de l'équipe nationale. Oui, mais dans la vie sociale même des populations, dans la vie sociale, de Sabodala sur place, on ne sent pas l'industrie minière d'ailleurs. Il me semble en fait qu'il y a quand même des mesures qui ont été conservatoires en fait, qui sont en général prises par l'État, qui sont contractuelles. Au moment de signer les conventions, la société s'engage à investir à une certaine hauteur. Il y a la RSE, la responsabilité sociétale, ou bien c'est lié? Je pense que c'est des choses qui sont liées. C'est des choses qui sont liées. Par exemple, on pourrait vous dire, déjà, il y a la loi qui vous oblige en fait à compenser les populations qui sont déplacées, etc. Mais au-delà de ça, nous avons vu que dans le cas de Sabodala, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Je ne suis pas là encore une fois, j'aimerais le rappeler pour faire un peu la publicité de Sabodala ou de prendre la défense de Sabodala. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui ont été faites en direction des populations, construction d'écoles, etc. L'autre aspect, c'est que justement, tout ce débat-là, c'est un débat qui est basé parfois sur des rumeurs et sur des informations qui ne sont pas totalement vérifiées. Et l'ITIE est là, le rapport ITIE permet de disposer des données empiriques et fiables, suffisamment fiables parce que produites par une entité indépendante et contrôlée par le groupe multipartite qui permettent de dire voici la contribution de Sabodala dans le processus de développement communautaire. Je sais que dans le cadre de Sabodala, tout récemment, ils ont essayé de développer un plan stratégique de développement. Oui, mais moi je parle de toutes les entreprises qui opèrent à Sabodala, village. Là. Je ne parle pas de Sabodala comme entité, comme entreprise. Je parle du village, des populations. Je pense que le rapport ITIE nous permettra... Que dit le dernier rapport publié sur... Vous n'avez pas fait de publication depuis 2013 non, le Sénégal ambitionne de produire son premier rapport en janvier 2015. En réalité, nous avons l'obligation, ce qui est statutaire, c'est de publier un premier rapport avant le 17 octobre 2015. Le Sénégal, qui a eu un engagement qui ne souffre d'aucune ambiguïté et qui a un comité qui est extrêmement performant et dynamique, a décidé de publier 2 rapports avant le 17 octobre. D'accord. On rappelle que le Sénégal est au statut de pays candidat. Depuis 2013, l'initiative a été portée sur les fonds baptismaux en 2002. Qu'est-ce que c'est un pays candidat? C'est quoi ce statut?
Alors, le pays candidat, c'est le pays, en fait, qui, entre guillemets, signe le contrat avec l'instance de régulation au niveau international et qui accepte de se soumettre à des standards d'audit, de pratiques en matière de transparence qui sont reconnus au niveau international. Dans la norme ITIE, nous avons un certain nombre d'exigences qui sont au nombre de 7 résumées et il y a des aspects qui sont relatifs autant pour moi au fonctionnement des groupes multipartites. Ça veut dire que sur les processus de prise de décision, etc., et le rôle et la responsabilité, le mandat qui est imparti au comité national, il y a des aspects qui sont liés, par exemple, au processus de déclaration. Comment est-ce qu'il faut publier le rapport? Quels sont les types d'informations qu'il faut publier dans le rapport? Quel est le niveau de désagrégation? Est-ce que, par exemple, une société peut dire, écoutez, depuis que je suis arrivé au Sénégal, j'ai versé à l'État N milliards de francs CFA. Ça ne suffit pas. Il faut le publier par année, d'une part. D'autre part, il y a une exigence de présenter les données par flux de revenus. Au titre de la TVA, par exemple, j'ai versé à l'État tant. Au titre de l'impôt sur les sociétés, j'ai versé à l'État tant. Au titre des redevances. Et justement, tous ces éléments-là permettent de voir, quand on va arriver, par exemple, dans la rubrique dépenses sociales, on pourrait regarder qu'est-ce que la société a fait pour le compte des communautés, qu'est-ce que la société a fait pour la société sénégalaise de façon générale. Et voilà un tout petit peu des aspects qui sont importants et qui font que l'ITIE, en tout cas, constitue une base empirique à partir de laquelle un pays peut initier des réformes et dire peut-être que j'ai signé de bonnes conventions ou peut-être que je dois améliorer peut-être les conditions. Et voilà aussi ce que je fais de l'argent que me versent les entreprises. Exactement, justement. Ça, c'est une nouveauté qui a été introduite par la norme. Dans les règles de l'ITIE, le précédent référentiel, édition 2011, nous n'avions pas cet aspect-là par rapport à l'utilisation des revenus. Aujourd'hui, dans les rapports ITIE, nous avons l'obligation de confirmer ou d'infirmer, en tout cas de confirmer l'information selon laquelle l'argent a été libéré par l'entreprise et que c'est rentré dans le trésor, au niveau du trésor public. Lorsque il y a un dispositif de contrôle, dans certains pays, ils ont utilisé la Cour des comptes pour le certifier, dans d'autres pays, ils ont utilisé l'inspection générale des finances pour attester de ce que cet argent est rentré dans les caisses de l'État. Il se trouve que tout cela, c'est l'État aussi. C'est l'État, mais si l'État ne veut pas jouer franc jeu, il ne jouera pas franc jeu, là. Alors, je pense qu'il y a deux choses à rappeler ici pour clarifier cette question. La première, c'est que c'est un processus qui est supervisé par un groupe multipartite. Ça veut dire que l'État n'est pas le seul à décider le seul à... Il y a la société civile, il y a les entreprises. Et je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 2 semaines de cela, ou une dizaine de jours, nous avions organisé un atelier avec l'administration à laquelle nous avions convié le coordonnateur de la RDC. Le monsieur, il nous a raconté une anecdote avec une entreprise chinoise à qui ils avaient demandé de publier les versements qui étaient faits à l'État. L'entreprise a dit non, je ne peux pas me le permettre, je ne pourrai pas collaborer avec vous. Les clauses de confidentialité aussi dans les codes. Hein. Elle avait pas donné ils n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils voulaient collaborer. Il y a certainement ces aspects-là qui interviennent parfois. Au Sénégal, cette clause existe. Hein, cette clause existe. L'article 66 du Code minier. Absolument, l'article 66 est une préoccupation et je pense que dans le... Il faut lever ça peut-être pour assurer la... Dans le code en cours de révision, c'est quelque chose... Vous y travaillez déjà? Absolument, et je pense que la commission de révision des codes miniers a déjà pris cette préoccupation en compte. Je termine l'exemple pour dire qu'en fait, l'entreprise chinoise qui n'a pas au départ accepté de collaborer a obtenu, a vu l'État présenter en fait des données de ses versements. Et l'entreprise a dit, ah tiens, mais je ne suis pas d'accord avec ces chiffres. Donc, il faut que je vous donne mes chiffres. Et à partir de ce moment-là, on a eu des données contradictoires qui ont été présentées et de cette contradiction a jailli
en fait une vérité, une lumière qui a permis de corriger un certain nombre de choses. Qu'est-ce que gagnent les populations dans cette opération? C'est quoi? C'est en termes d'investissement, et l'État dira après, voilà ce que j'ai investi pour tel ou tel autre, dans tel ou tel autre secteur. Alors, je pense que le droit d'accès à l'information est un droit qui est consacré par la Constitution, qui est consacré par les droits humains. Ça, a fortiori pour les populations dont les zones sont exploitées. Absolument. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons vu dans beaucoup de pays, lorsque les données sont présentées, la première question que les gens se posent, c'est mais tiens, si l'État a gagné autant, mais qu'est-ce que nous on a gagné? Pourquoi est-ce que nous on n'a pas vu on n'a pas eu des retours de tous ces bénéficiaires? Parce qu'ils doivent être les bénéficiaires ultimes. Absolument. Et donc, ça a été à l'origine, ça a suscité en fait des débats assez intéressants. Dans certains pays, les gens ont envisagé des mesures de péréquation qui ont permis des mécanismes de redistribution en fait. D'accord. Vous avez 3 ans donc pour être à l'heure. Il faut 3 ans pour être éligible totalement, pour être conforme à la norme ITE. Vous êtes à la 2e année. C'est en 2016, je pense que... On est dans la première année, effectivement. Vous êtes dans la première année. Vous êtes alors 2 ans. On est dans la première année. Il nous reste 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, le début est encourageant. Tout porte à croire qu'on sera à l'échéance, que c'est encourageant. Absolument, absolument. Je pense qu'un pays à qui on oblige, on demande de publier un rapport et qui dit je vais vous en donner 2, c'est un pays certainement qui est pas un rattrapage, quoi. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, parce que vous en avez parlé au début de l'émission, c'est l'une des raisons pour lesquelles le secrétariat international a bien voulu organiser son atelier régional à Dakar, parce qu'il considère qu'il y a un engagement et des performances intéressantes qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager dans le cas du Sénégal. Mais on voit déjà que vous, dans votre plan d'action pour la mise en œuvre de cette initiative-là, la plupart du budget, disons les 60% du budget vont déjà à des séminaires, des voyages d'études et tout là. Oui, cela est extrêmement important. Je n'ai pas fait le ratio, la répartition de ce budget, comme vous le dites, mais je pense qu'il y a, dans le cas du Sénégal, une réalité qui est importante à reconnaître, c'est qu'il y avait un déficit de capacité. Parce que le secteur personnel, le secteur les gens, le secteur mis à niveau. Le secteur extractif est réputé technique. Il fallait s'assurer que les membres du comité du groupe multipartite qui ont la responsabilité de superviser ce processus ont déjà une assez bonne compréhension de ce qu'il faut faire, de comment fonctionne le secteur extractif, des différentes étapes de l'exploitation minière. Ça, c'est un aspect extrêmement important. L'autre aspect, c'est qu'il y a, au-delà même du groupe multipartite, vous avez d'autres parties prenantes. Nous avons organisé un atelier avec les parlementaires. C'est fait à dessein, parce que c'est des acteurs qui ont un mandat qui est consacré par la Constitution, qui doivent exercer un contrôle sur l'exécutif. Et donc, quand vous renforcez leur capacité, vous appuyez le système. Et vous renforcez la transparence. Dans son ensemble. Et qu'est-ce que finalement, on sait que c'est une initiative volontaire et volontariste, mais qu'est-ce qui s'impose aux États qui ne respecteraient pas, par exemple, les clauses de cette initiative-là? Alors, effectivement, il y a des mesures coercitives. Je donne un exemple. Il y a eu des cas de suspension de pays qui n'ont pas publié le rapport à date échue et qui n'ont pas obtenu de dérogation de la part du secrétariat international parce qu'ils n'avaient pas fourni assez d'arguments pour pouvoir obtenir cette dérogation. Au-delà de cette suspension aussi. Il y a cette possibilité de suspension. Quand vous prenez le cas de, je n'aime pas citer les pays, mais il y a le cas du Gabon par exemple qui a été radié. Donc certains pays ont été délistés en fait parce qu'à un moment donné, on a considéré que les clauses contractuelles n'ont pas été respectées. Et souvent, ça a un impact en fait qui est assez... C'est très mal perçu. Par les investisseurs, c'est très mal perçu et ça a des conséquences parfois qui ne sont pas intéressantes pour les pays. Et le Sénégal, pays démocratique, engage là une bataille importante? Exactement, absolument. Je pense que, personnellement, je pense que ça procède d'une vision qui est très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre, nous avons eu l'habitude d'avoir des réformes, parfois qui sont impulsées de l'extérieur,
Ici, nous avons un processus de réforme qui est impulsé de l'intérieur. Ça change la donne. Absolument. Et ça veut dire que nous avons aujourd'hui, avec l'ITIE, la possibilité de réaliser un impact significatif sur le secteur des mines et même sur le développement économique de façon globale. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'on évite le cloisonnement des initiatives. Éviter que l'ITIE soit une entité qui travaille en vase clos. Il faut créer des liens entre les différentes initiatives pour permettre à ce processus-là de capitaliser sur d'autres initiatives. On est toujours en ligne de mire les populations. Absolument, absolument. Merci M. Touré. Je vous remercie. Merci. Fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.